Bonjour à tous, et je suis en direct car on est vendredi et il est midi. Et chaque vendredi à midi, je suis en direct sur Facebook pour répondre à toutes vos questions. Alors j'espère vous retrouver aujourd'hui, sinon vous pourrez aussi regarder la vidéo en replay. Elle sera disponible à la fin de la vidéo. Et aujourd'hui, au programme, un petit peu chargé parce que je vais donc annoncer le gagnant du concours de la semaine dernière. Donc j'avais mis au concours ce bouquin-là, Neuropsychologie et remédiation des troubles du spectre de l'autisme, enfants d'âge scolaire, adolescents et adultes, dirigé par Éric Bizet, Martine Brétière et Patrice Gillet, donc aux éditions de Buck. Bouquin qui est très récent puisque il est des années 2018, 2017, voilà. Et vu que j'en ai reçu deux, j'ai mis celui-là en concours pour le gagner. Il fallait partager la publication de la semaine dernière. Donc dans ce Facebook Live d'aujourd'hui, je vais annoncer le ou la gagnante. Je vais aussi vous parler du webinaire du 30 et on va aborder un sujet bien spécifique aujourd'hui, je vais vous donner le sujet. Et à la fin du webinaire, en plus d'annoncer le gagnant ou la gagnante du livre, en plus de vous reparler rapidement du webinaire du 30, pourquoi il ne faut pas le manquer, et je vais aussi vous parler d'un nouveau concours que je vais mettre en ligne juste après la vidéo à 12h20 exactement. Vous verrez sur la page Facebook, il y aura un nouveau concours et vous pourrez participer. Ok, alors aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de vraiment particulier parce que cette semaine sur Facebook, Marie, qui est psychologue, neuropsychologue je crois, si je ne me trompe pas, tu me corriges si j'ai fait une erreur, qui a posé une question sur le groupe privé Neuropsy Libéral France, dont je fais partie, et elle a demandé au groupe, et en même temps elle m'a tagué, une question au sujet d'un patient de 22 ans, qui a un trouble déficit de l'attention sans hyperactivité. Et elle a questionné sur le groupe au sujet de, ok, il y a le diagnostic, mais qu'est-ce qu'on fait après? Et j'ai trouvé cette question hyper intéressante, puisque c'est la deuxième fois, alors c'est le hasard, hein, mais c'est la deuxième fois cette semaine qu'on me pose quasiment exactement la même question de qu'est-ce qu'on fait après le diagnostic? Donc je vais vous lire le post que Marie a mis sur le groupe Facebook et ensuite je vais apporter une réponse. Donc j'avais déjà répondu par écrit cette semaine, donc c'était hier, mais j'aimerais bien étayer ma réponse parce que c'est pas aussi simple que ce que j'ai pu mettre en résumé, en synthétique sur Facebook. Donc Marie dit qu'elle a fait un bilan à un jeune de 22 ans pour qui elle conclut à un TDA, donc trouble déficit de l'attention sans hyperactivité, jamais diagnostiqué. Donc ça veut dire qu'à 22 ans, c'est la première fois, si je comprends bien, qu'il y a le diagnostic. Elle continue en disant que tous les signes cliniques présents aujourd'hui et depuis longtemps, plus un bilan neuropsychologique, tout ça, ça vient corroborer le TDA. Il y a absence d'antécédents neuro et sa question est que fait-on de ces patients ensuite? Et elle explique qu'elle compte proposer de la remédiation essentiellement sur la mise en place de stratégies car l'impact dans son milieu professionnel est important, mais elle se demande est-ce qu'elle doit l'orienter aussi vers un CMP adulte pour un diagnostic et faire une demande à la MDPH. Elle demande aussi dans quelle mesure cela peut aider pour les patients de cet âge-là. Donc, dans quelle mesure faire une orientation vers un CMP et faire une demande MDPH, dans quelle mesure ça peut aider les patients. Donc là, il a la vingtaine, mais on peut généraliser aux patients adultes. Voilà. Donc moi, j'avais répondu rapidement par écrit, mais voilà, je vais vous donner ma réponse beaucoup plus précise à cette question-là. Pour ma part, je travaille malheureusement, j'aimerais beaucoup, très rarement avec des médecins, quel que soit le médecin, médecin généraliste, médecin psychiatre, parce qu'ils sont très peu nombreux dans le département Drôme-Ardèche où j'exerce. Donc quand il y a vraiment besoin d'un médecin, quelle que soit la raison, je vais souvent envoyer en dehors du département. Ça peut être sur Aix-Marseille, en Savoie, en Savoie, Haute-Savoie, où je connais certains médecins, mais ce sera rarement dans le département. Mais une fois que je reçois mes patients adultes et que pour moi le bilan est en faveur, par exemple, d'un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, il y a l'étape de restitution après le bilan qui, à mon sens, est juste indispensable, obligatoire à proposer. Alors,
Peut-être que ça va choquer certains quand je dis ça, quand c'est obligatoire, enfin bah évidemment c'est obligatoire, on le fait tous. Bah non, malheureusement par expérience, en discutant avec des collègues psycho, neuropsycho, eh ben c'est pas toujours que les restitutions sont effectuées. Alors il y a plusieurs raisons. Parfois c'est parce que le psychologue ne le fait pas, soit parce qu'il trouve pas ça utile, soit parce qu'il va dire que je manque de temps. Ou parce qu'il ne la fait pas, il ne la propose pas parce que c'est une étape, quelque chose de difficile pour lui de la faire, et donc il va zapper cette étape parce qu'il n'est pas à l'aise. D'ailleurs, je refais encore une parenthèse à l'intérieur de cette parenthèse, mais qui parmi vous à la fac a appris à faire des restitutions? Je demande, hein, c'est une simple question. Qui parmi vous à la fac a appris à faire une restitution, a appris une méthode de restitution? Voilà, je vous demande, répondez-moi dans les commentaires si on vous l'a enseigné à la fac ou pas. Mais j'essaye de revenir où j'en étais. Donc voilà, il y a des psychologues qui vont pas le faire pour ces raisons-là, et d'autres parce qu'ils sont dans un cadre institutionnel et que malheureusement, l'institution ne prévoit pas ça dans les missions du psychologue. Alors, ok, ça c'est une possibilité. J'espère que ceux qui sont dans ce cas essayent de se battre pour faire reconnaître notre profession et aussi l'intérêt, l'importance de la restitution, qu'elle soit individuelle, uniquement le neuropsy ou le psy avec le patient, mais ça peut être aussi une restitution pluridisciplinaire. C'est tout aussi intéressant, mais je pense profondément que le psychologue, que le neuropsychologue doit faire part lui-même de ses conclusions aux patients. Je trouve que c'est juste indispensable. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez que je suis à côté de la plaque. Je suis tout à fait motivée pour en discuter avec vous. Donc, si je reviens à ces patients-là où le bilan, donc alors pour ma part je suis en libéral, Marie, toi je ne sais pas si tu es en libéral aussi, probablement au vu de ton commentaire tu me rediras, mais en libéral, quand le bilan va être en faveur de tel ou tel trouble, à la fin du bilan, personnellement, au cabinet, il y a 2 séances de restitution. Pas une, pas deux, pas trois, il y en a 2. 2 fois 1 heure de restitution avec, en fonction des gens, 1 à 3 semaines d'écart entre les deux. Dans la première séance de restitution, je vais donner mon avis de diagnostic neuropsychologique, d'accord, ou alors ce que j'ai repéré dans le bilan, je leur dis. Et je ne fais pas 36 000 détours. On en a pas mal parlé avec Charlotte, ma stagiaire, cette semaine, parce qu'on a eu une restitution justement à effectuer dans la semaine. Je ne passe pas par 36 000 chemins pour dire de quoi il en retourne. D'accord. C'est dans les 10 premières minutes, après avoir salué les gens, demandé s'il y a des nouvelles choses depuis la dernière fois, parce que je ne compte pas faire la restitution si les gens ont vécu quelque chose qui est pour eux dramatique ou une expérience difficile. On va déjà débriefer tout ça et après on fera la restitution pour qu'ils soient vraiment psychologiquement présents. Donc une fois que ça c'est fait, j'embraye directement sur mes conclusions. Et je ne vais pas passer 20 minutes à parler des signes, des symptômes, de gna-gna, du machin, des questionnaires, avant de dire de quoi il en retourne. Par exemple, cette semaine, c'était une personne avec autisme, donc un jeune qui venait d'être majeur, et le bilan était en faveur d'un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Donc après les avoir installés, après leur avoir demandé s'il y avait des choses particulières depuis la dernière fois, je leur ai dit que j'allais maintenant leur indiquer les conclusions du bilan qu'on a fait ensemble au cours des dernières semaines. Et puis j'ai dit que il y a ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement. Et dans cette catégorie des troubles du neurodéveloppement, il y a par exemple la déficience intellectuelle, le trouble de la communication. Il y a aussi les troubles dyslexie, dyscalculie, les troubles des apprentissages. Il y a aussi les troubles du langage. Et il y a le trouble du spectre de l'autisme. Étant donné que c'était une restitution autisme, je parle de l'autisme en dernier. C'est tout à fait volontaire. Donc, et il y a aussi le trouble du spectre de l'autisme. Les conclusions de mon bilan, en lien avec tous les interviews que j'ai fait avec vous, les réponses aux questionnaires, pour moi, les conclusions sont en faveur, pour toi, le prénom de la personne, sont en lien avec un trouble du spectre de l'autisme. Et là, je marque une pause. D'accord ? Une pause, mais pour réembrayer, pour donner un peu plus d'informations. Parce que l'autisme, il y a ceux qui y connaissent rien, il y a ceux qui pensent y connaître quelque chose, il y a ceux qui vont avoir leur propre définition, c'est jamais tout à fait clair. Donc là, c'est le moment où je vais donner de l'information. Le reste de la consultation va être spécifique pour donner de l'information sur l'autisme et pour répondre à toutes les questions de la famille. Donc, le trouble du spectre de l'autisme,
pour ta part, on va l'appeler, je sais pas moi, Arthur. Arthur, chez toi, c'est un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Ça veut dire que tu n'as pas une intelligence, que ton intelligence, plutôt on va mettre ça au positif, que ton intelligence, tes capacités intellectuelles sont tout à fait conformes à ce qui est attendu par rapport à ton âge. Ok. Mais l'autisme, c'est quoi? L'autisme, et là je redonne les critères, mais dans un langage tout à fait accessible. Hein, je suis pas en train de lire le DSM devant eux. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'ils retiennent qu'il y a de l'autisme sans déficience et qu'ils essayent, si c'est possible, mais ça c'est pas grave, c'est pour ça qu'il y a 2 restitutions, de retenir qu'il y a des problèmes d'interaction sociale et de communication sociale. Et là, je donne des exemples issus du bilan, d'accord, pour que ça soit parlant, pour que ça soit cohérent. Et ensuite, je passe sur la deuxième ère. Dans la deuxième ère, il faut qu'il y ait au moins 2 critères parmi les 4. Donc, je vais donner uniquement les critères qui correspondent à Arthur, donc mon patient, et je redonne des exemples. Par exemple, s'il y a des troubles de la modulation sensorielle, je vais dire, par exemple, chez toi, Arthur, ça se manifeste par des difficultés à manger des aliments qui sont croquants ou manger des aliments qui sont verts. Voilà. Et je donne des exemples pour vraiment qu'il fasse ce lien-là entre la définition de l'autisme et chez lui comment ça se manifeste. C'est vraiment cette habitude de dire, il y a, entre guillemets, autant d'autisme que d'autistes. D'accord? Et c'est valable, je pense, pour un petit peu tous les troubles du neurodéveloppement. Oui, ok, on a un tronc commun, et ça va s'exprimer d'intensités différentes chez chacun des personnes qui vivent avec ce trouble ou pas. Mais là, ce que je viens de vous dire, cette histoire de tronc commun, d'expressions différentes entre chacun, je le dis aux patients. Ça, je leur dis comme ça, quasiment de la même façon. Donc ce premier rendez-vous, c'est vraiment le moment où je donne ma conclusion, clairement, tout de suite, et j'attends pas 3 heures, je ne fais pas mariner. Et ensuite, je donne de l'information scientifique, des études récentes. Alors, je donne pas quand je dis des études récentes, je leur donne pas machin de telle année, dans tel bouquin. Non, c'est que je vais donner les informations les plus récentes. Par exemple, je vais toujours dire, si la maman est présente, que l'autisme n'est pas la faute de la mère ni du père, que ça n'a rien à voir. Et ça, même si on peut penser que c'est relativement acquis, je le dis quand même. Et régulièrement, on me dit « Ah bon ?» Donc les mamans peuvent avoir cette croyance-là ou peuvent douter à un moment donné quand on leur parle d'autisme effectivement chez leurs enfants. Donc toujours ça, je vais le redire à chaque fois pour le coup. Et ensuite on part, tout dépend ensuite des questions des personnes, mais on peut partir sur les causes, sur l'étiologie, sur le pourquoi, un petit peu de génétique. Alors après moi je leur dis, je suis pas généticienne, je suis pas médecin, c'est pas les compétences où je suis le plus calé, donc je vous dis ce que je sais et c'est minime. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à quand même me les poser et je vais me retourner vers des professionnels, d'autres collègues qui sont beaucoup mieux calés que moi sur ces thématiques-là et je reviens vers vous. Je m'amuse pas à balancer n'importe quoi. Par exemple, de la même manière pour le TDAH, si les personnes veulent commencer à parler du traitement médicamenteux possible, je renvoie vers le médecin. Je donne quelques infos de base, mais je ne vais pas parler de molécules ou de... Voilà. Pour moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je me considère comme pas assez compétente pour parler de molécules et de traitement de manière approfondie. Donc là, pour le coup, je réoriente. Mais je ne sais pas, si vous êtes vraiment à l'aise avec ça et si vous êtes compétent, moi, je ne vois pas de contre-indication à en parler en restant dans la limite de nos professions, évidemment. Mais ça c'est une certitude. Donc, dans cette première séance de restitution, l'annonce diagnostic neuropsycho, je réponds aux questions et je donne de l'information. Et ce rendez-vous, il peut durer 1 heure, mais il peut aussi durer 2 heures. Okay, je le cadre, mais en même temps, si ça fait 59 minutes qu'on est ensemble et que je sens cliniquement, vous savez, moi j'appelle ça la truffe clinique, mais ce sentiment-là que il y a encore un truc qui bloque, c'est pas tout à fait clair pour eux, il leur manque de l'info, je les mets pas dehors. On continue, c'est pour ça que toutes mes restitutions sont calées de façon à ce que j'ai plus d'1 heure devant moi et que je ne sois pas stressée par un patient qui pourrait arriver, par un truc que j'ai à faire après, un endroit où je dois aller. Je bloque toujours 2 heures, 2 heures et demie pour être sûre d'avoir bien le temps. Il me semble que c'est essentiel pour eux qu'ils ressortent de la consultation en ayant les infos claires, cohérentes par rapport aux conclusions que je leur ai apportées. Ils savent qu'ils vont avoir un deuxième rendez-vous de restitution parce que avant de commencer le bilan, les patients qui consultent ici signent un contrat.
Et dans le contrat, c'est expliqué pourquoi est-ce que je peux leur être utile. Qu'est-ce que c'est le bilan neuropsychologique? Qu'est-ce que c'est le bilan neuropsychologique qui rentre dans le cadre de la démarche diagnostic des troubles du neurodéveloppement? Tout ça, c'est inscrit dans un contrat. Et dans ce contrat, c'est aussi indiqué une chronologie des événements. Donc vous signez le contrat, vous remplissez des questionnaires, on se rencontre plusieurs fois, ça peut durer entre 2 à 6 heures, parfois il y a des tests qui sont à faire, et puis à la fin, je vous fais la version courte, hein, mais on peut en reparler si vous voulez, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle de ce contrat-là, c'est tout à fait possible, moi j'ai rien à cacher, hein, mais si ça peut vous aider, je veux bien vous parler de ce contrat de manière détaillée. Mais dans la chronologie, ils ont marqué que clairement, il y aura 2 séances de restitution des résultats. Ils le savent à l'avance. Donc, à la fin de la première séance, une fois que je sens que les informations sont bien passées, que tout est clair, qu'on est bien aligné avec ce qu'on a dit, on prend rendez-vous pour la 2e séance. J'ai hésité parce qu'en fait, ça me fait penser que la restitution de cette semaine que j'ai fait avec Charlotte était vraiment tellement émouvante. Ça faisait longtemps que ça m'est pas arrivé, que ça m'était pas arrivé, mais j'ai failli pleurer à cette restitution. Franchement, j'ai failli pleurer. Au final, les larmes ne sont pas venues. Bon, si elles étaient venues, je les aurais laissées venir, parce que c'est ma personnalité. Moi, j'ai aucun problème à pleurer avec ou devant un patient si ce qu'il est en train de me raconter me touche profondément. Et cette restitution était vraiment très très émouvante. Et ça faisait vraiment longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Enfin, Charlotte aussi, ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé. Et je pense qu'on s'en rappellera pendant un moment, surtout que Charlotte, c'était ta première restitution autisme avec moi. Et ouais, c'était un moment très très fort avec cette maman qui avait des fragilités, alors de grosses, enfin c'est pas une fragilité, ce serait minimisé si je dis ça, un très fort handicap physique et son fils à qui je viens d'annoncer ce diagnostic d'autisme neuropsychologique là présentement, et son fils autiste sans déficience intellectuelle avec des grandes difficultés de communication et de flexibilité mentale, qui voit sa mère commencer à pleurer parce qu'elle est émue, mais à la fois elle me l'a dit ensuite qu'elle était soulagée, et qui se tourne vers elle, qui lui prend les mains et qui la rassure droit dans les yeux. C'était waouh! Franchement, on a vécu un moment, c'était très très fort, et j'ai appris beaucoup de choses à cette restitution. Et ça me fait penser à la phrase que dit James Morrison dans son bouquin L'entretien clinique en psychiatrie. Alors, je ne l'ai pas exactement en tête, mais il dit que quand on est psychologue, dans notre bureau, il doit y avoir des mouchoirs parce qu'on ne sait jamais lequel des deux va pleurer. Et là, franchement, cette phrase m'a fait complètement écho. Donc, si je reviens à ma restitution, et je vois que le temps file, je parle beaucoup aujourd'hui. Le deuxième rendez-vous de restitution, on reprend en synthèse ce qu'on a dit la dernière fois. Donc, on reparle du diagnostic, on demande s'il y a des questions et on part de là. Ça, on va dire que c'est le premier tiers. Globalement, il ne faut pas se focaliser, il ne faut pas être rigide, mais le premier tiers. Et les 2 tiers qui restent, on va se dire, ok, maintenant que vous avez bien compris de quoi il en retourne, maintenant que je vous ai expliqué que vous avez les infos scientifiques nécessaires pour mieux comprendre, et qu'on a fait des liens entre le trouble et la vraie vie, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? D'accord? Et à partir de là, c'est plus moi qui bosse. J'hésitais à vous dire cette phrase, mais c'est ça en fait, c'est plus moi qui bosse, c'est eux. Enfin, c'est le patient et sa famille selon comment ils s'entendent, selon comment ils en ont envie. C'est plus moi qui bosse. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à cela? C'est pas moi qui vais leur dire, eh ben faites un dossier MDPH, on va faire de la remédiation cognitive sur ordinateur, même si ça marche pas, les études le montrent, et puis vous allez venir en thérapie toutes les semaines 1 heure. Sinon, ça sera la catastrophe pour vous, rien ne va s'arranger. Mais sûrement pas, mais qui suis-je pour leur dire ce qu'ils doivent faire? En tout cas, en pratique libérale, je parle, d'accord? Le reste, je ne parle pas de ce que je ne sais pas. En libéral, je pars de la question, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça? Et le ça, c'est par rapport à tout ce qu'on a dit au premier rendez-vous, hein, le diagnostic, l'explication scientifique, etc. En fait, l'idée, ça va être de les faire lister les projets de vie, les choses qu'ils aimeraient faire dans leur vie. Et on va ensuite hiérarchiser. Et en fonction de ce qui est tout en haut de la liste, eh ben, soit on réoriente si ce n'est pas notre domaine, soit eh ben, on peut aider à trouver des pistes, à trouver des solutions. Ça, je pourrais vous en reparler dans un prochain Facebook Live parce que le temps file et j'ai pas envie de faire du court et du vite fait mal fait. Donc, je pourrais parler de cette technique où on va hiérarchiser les objectifs et parler. Et donc, une fois qu'on a hiérarchisé, choisir là où, en tant que neuropsy, on peut être utile ou non pour la personne et réadresser. Alors, il est 12h19.
Ce qui me laisse 1 minute pour annoncer le gagnant ou la gagnante du concours pour gagner ce bouquin-là, Neuropsychologie et remédiation des troubles du spectre de l'autisme. Et la grande gagnante est Maryse Orlan. Maryse Orlan, félicitations, tu as gagné ce bouquin, bravo, merci d'avoir participé au concours. Et ma secrétaire Pascal va te contacter très bientôt, alors peut-être aujourd'hui ou peut-être en début de semaine prochaine, pour te demander toutes tes coordonnées pour recevoir ce bouquin de neuropsychologie que tu as gagné grâce à ta participation au concours. Félicitations Maryse Orlan. Et enfin, je vais finir ce Facebook Live. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce que je raconte, vous en avez rien à taper ou pas. Je peux tout à fait adapter ce que je dis dans ces Facebook Live. Mais pour l'instant, ça me tient vraiment à cœur de faire ces lives tous les vendredis à midi. Donc pour l'instant, je continue. Si je vois que ça ne vous intéresse pas et qu'il n'y a pas vraiment d'interaction, parce que moi, j'aime bien l'interaction, c'est ce que je recherche, j'arrêterai. Mais pour l'instant, je suis toujours motivée. Donc n'hésitez pas à me faire des retours pour que je puisse m'ajuster à ce que vous auriez éventuellement besoin. Et pour finir, je vais vous parler donc du webinaire du 30 mars où avec Sébastien et avec deux invités dont Lucas Rona qui fait la formation sur les troubles de la personnalité, avec Sébastien que vous connaissez du Centre de l'Attention, et un 4e invité mystère que je dévoilerai la semaine prochaine. J'essaye de ne pas spolier, mais j'ai trop hâte de dire qui est-ce. Donc la semaine prochaine, je vous dis qui est le 4e formateur qui participe à la plateforme. C'est vraiment une plateforme de formation parce que j'ai regroupé toutes les formations que j'avais créées avec Seb, celle qu'il a créée lui, celle que j'ai créée moi, celle qu'on a créée ensemble, et en fait on va tout mettre sur une plateforme pour en savoir plus là-dessus, pour savoir si ça peut vous convenir ou pas, parce que c'est pas pour tout le monde par contre, c'est vraiment pas pour tout le monde cette plateforme. Donc pour savoir si c'est fait pour vous, pour savoir si ça peut vous convenir, eh bien vous avez le lien dans mes posts Facebook pour vous inscrire au webinaire du 30 mars. C'est de 17h à 19h heure de Paris, et avec Sébastien, avec Lucas et avec l'invité surprise, on vous dira tout sur cette plateforme qu'on a trop hâte de sortir parce qu'on met tellement d'énergie dedans et on continuera à en mettre qu'on a vraiment trop hâte de vous en parler. Je pense que j'ai oublié quelque chose, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, je ne me rappelle pas de la chose que j'aurais pu oublier. N'oubliez pas, à 12h20, il y a un post Facebook sur ma page qui arrive pour un nouveau concours avec quelque chose à gagner. Je vous laisse retourner voir ce post sur ma page Facebook et on se retrouve très bientôt sur les posts sur les réseaux sociaux, dans le webinaire, la webconférence du 30 mars. Pour ceux qui m'envoient des mails, vous savez, je réponds, donc peut-être à bientôt par mail. Je vous souhaite de passer un super week-end et à très bientôt et à vendredi pour le live.